Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur le matriarcat. Alors le matriarcat est actuellement à la mode, hein, en France en tout cas. On en entend souvent parler, j'ai souvent des intervenants mâles, souvent, hein, des hommes, qui seraient pour le matriarcat. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être un taux d'hormones mâles bas, hein, qui leur donnerait peut-être envie de se retrouver avec une femme dominante dans la société, je ne sais pas, hein. Ou le fait d'avoir une maman dominatrice, de vouloir retrouver peut-être une maman dominatrice, mais passé cela, hein, je vais quand même essayer d'expliquer pourquoi le matriarcat, qui à la base peut être quelque chose de très bien, on va sûrement peut-être y venir, je ne sais pas, en tout cas, ou plutôt une égalité homme-femme, hein, qui ne veut pas dire on fait tous la même chose, mais une espèce d'égalité juridique qui est normalement juridique, mais on voit que dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas réellement comme une réelle égalité. Il n'y a qu'à aller au restaurant avec des jeunes femmes, hein, quand vous êtes un homme, pour vous apercevoir que l'égalité en fin de repas, elle n'existe plus, même si la femme se targue de vouloir être l'égale d'un homme dans la société. Vous allez souvent être obligé de payer l'addition, hein, et d'offrir les fleurs. Bien sûr, tout ça c'est symbolique et ça, une vieille histoire qui, euh, qui remonte, qui a des causes évolutionnistes, hein. Donc je vais revenir, alors les spécialistes, que les gens qui veulent du matriarcat ne disent rien contre moi, je n'ai rien contre eux, je n'ai rien contre le patriarcat ni contre le matriarcat, simplement il faut savoir que ce sont des systèmes qui se mettent en place d'une façon organique et il n'y a pas un désir des hommes d'écraser les femmes ou un désir des femmes de vouloir écraser les hommes, hein. Si le matriarcat s'est mis en place au cours de le patriarcat s'est mis en place au cours de notre évolution, c'est qu'il avait des avantages dans un monde dans un monde difficile, dans un monde dur, où la prédation est souvent de mise entre les groupes humains. Et je vais y revenir, hein. Donc la prédation est souvent masculine, hein. Donc l'agression, la guerre, c'est quelque chose de masculin. Malheureusement, nous sommes dans un monde où il y a aussi ce côté-là. On voudrait être dans un monde d'échange, mais nous sommes encore dans un monde déséquilibré de prédation, bien sûr. Quand le monde de l'échange arrivera réellement sur Terre, à ce moment-là, nous serons prêts à vivre la parfaite égalité entre hommes et femmes. Égalité qu'il n'y a pas encore, mais qui viendra sûrement, je l'espère, paix sur Terre, mes amis. Donc, pour revenir au matriarcat, je vais d'abord faire la petite définition que j'ai trouvée sur un site qui prône les avantages du matriarcat, c'est le matricien.org. Alors il est intéressant, il faut y aller, hein. Moi je prends ça avec du recul parce que la société actuelle n'est pas encore prête à ça, hein, et le matriarcat est une sottise, hein. Il vaut mieux une espèce d'égalité, comme je le dis, hein, si vous voulez, une responsabilité de l'homme et de la femme sur les enfants, hein, tout simplement, et pas donner à la femme, hein, et plus qu'à l'homme, hein, la responsabilité. Alors, définition du matriarcat, c'est une société sans père ni mari, mais pas sans oncle. Alors, le matriarcat, droit maternel ou ordre social maternel, et non pas pouvoir aux femmes, est un modèle de société structuré sur la filiation maternelle et où l'autorité parentale légale est exclusivement maternelle. Le père biologique n'a aucun droit sur l'enfant. La mère, et non le père, détient la propriété, c'est-à-dire le pouvoir réel sur l'enfant, la maison, la terre et les richesses, hein. Alors ça, c'est une espèce de définition du matriarcat. Et on peut voir une autre définition, alors c'est tiré de ce site, hein, lematricien.org, hein, une autre définition d'après Paul Lafargue, hein, étude sur les origines de la famille, le matriarcat est l'absence juridique du père, incluant la matrilinéarité, donc toute transmission se fait par le sang maternel, hein, c'est la mère qui transmet, hein, les transmissions, donc transmission du nom, hein, la lignée, hein, est transmise par la mère, mais aussi transmission sûrement de la propriété. La matrilocalité, la vie sociale s'organise autour de la mère, et l'ovonculate, la paternité sociale, éducation de l'enfant, est assurée par son oncle maternel. Alors là, c'est sur quelques sociétés, mais ce n'est pas forcément toutes les sociétés. Donc vous voyez, c'est une société où c'est la mère qui est le centre, hein, donc, et
c'est la mère et c'est le frère, et les frères viennent aider la maman, mais les frères ne sont pas des pères, hein, n'ont pas la responsabilité que l'on peut voir chez les pères en Occident par exemple. Alors, on va remonter très loin, très très loin, loin dans nos origines, et on va remonter à notre origine quand nous étions encore nous avions encore des ancêtres de forêt, quand nous étions dans la forêt, hein. Donc nous étions des primates de forêt, des singes de forêt à tendance bipède, hein. Donc on se relevait souvent, on marchait souvent debout, relativement bien. Alors, tout ça, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, parce que la forêt était riche, hein, on pesait une soixantaine, 50, 60 kilos, donc on avait les mains qui se... les doigts, les extensions des doigts recourbés, donc on ne pouvait pas... on ne pouvait pas étendre bien le doigt, les doigts étaient recourbés, donc on ne pouvait pas marcher sur la paume des mains comme le font les macaques, hein, comme le font les babouins, donc on marchait sur les phalanges, et en étant sur les phalanges, on était plus ou moins relevé, hein, puisque ça facilite, donc on se relevait plus facilement parce que justement on était assez lourd. Je l'ai expliqué dans une vidéo, c'est de la physique, comme on a un certain poids, comme la forêt est riche, hein, on va marcher relevé parce qu'on a à ce moment-là les phalanges fléchis, parce qu'on a des fléchisseurs des doigts courts, parce que les doigts se mettent en crochet comme on est lourd pour pas tomber des branches, hein, tout simplement, hein, parce qu'il y a une sélection qui se fait sur les singes qui n'ont pas ces doigts en crochet, hein, et dans ce cas-là, ils tombent et ils meurent, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc on pouvait se relever plus facilement parce qu'ils marchaient sur les phalanges, donc ils avaient le buste plus incliné. Donc ça, je m'amuse à revenir un peu là-dedans pour montrer que le sujet est maîtrisé, hein, de fond en comble. Je le bâtis sur la physique du monde, hein. Toutes mes théories sont bâties, qui ne sont pas des théories, qui sont la réalité de l'existence, sont bâties sur les lois physiques du monde. Donc, dans ces forêts, nos ancêtres, hein, il y a, je ne sais pas, 5 millions d'années, 4, 3, 4, je ne sais pas, la bipédie totale est arrivée, après on a été en savane, mais dans ces forêts, la maman, alors ça fait qu'un peu, on a des sociétés un peu comme celle des chimpanzés, où c'est la mère qui élève le petit, et c'est la mère qui nourrit le petit. Et la mère se fait couvrir par le mâle de temps en temps, mais c'est la mère qui donne l'éducation à l'enfant, et c'est la mère qui va chercher la nourriture du petit, hein. Et la vie des petits s'organise autour de la maman qui est souvent aidée par ses sœurs, et des fois aussi par d'autres jeunes mâles un peu plus jeunes qui font partie de la parenté, de la fratrie en général. Puis après les mâles partent et les mâles vivent autour des femelles, hein, de leur groupe social avec ces femelles. Les femelles ne leur appartiennent pas réellement, hein, c'est un groupe de mâles qui est là et qui protège le territoire des autres mâles chimpanzés, hein. Alors nous, c'était pas les chimpanzés, mais nos ancêtres fonctionnaient comme les chimpanzés, hein. Donc il y avait la femelle qui s'occupait de l'éducation du petit, et les mâles gardaient le territoire et n'avaient pas de grande relation avec les femelles, si ce n'est pour les baiser, pour se reproduire et transmettre leurs gènes. Et ils tournaient autour de ces femelles, de ce territoire, ils leur appartenaient, ils avaient une vie sociale un peu avec, hein, mais ils ne les nourrissaient pas, hein. Les femelles chimpanzés se nourrissent elles-mêmes car la forêt est riche et elles peuvent porter leurs petits sur le dos. Donc nos ancêtres devaient avoir une vie similaire à ces chimpanzés, hein, où c'est la mère qui a toute la fonction éducatrice, hein, du petit, hein, du petit. Donc nos ancêtres avaient à peu près par le milieu, par leur morphologie, sûrement une vie proche, hein, de nos chimpanzés. Même si les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres, ils avaient un ancêtre commun qui devait avoir une vie proche de la vie qu'ils ont actuellement, car leur milieu n'a pas beaucoup changé, hein. Proche, ça ne veut pas dire pareil, mais c'était pas très éloigné. Où ça s'est corsé, hein, alors voilà, on pourrait dire que les chimpanzés ont presque un matriarcat, mais qu'il n'y ait pas de possession réellement de territoire, que ce soit les mâles qui protègent le territoire, hein. Mais au niveau de l'éducation, c'est les femelles. Alors les femelles chimpanzés sont matriarques, on va dire, hein, un petit peu, hein. Donc, après, il y a le passage en savane. Alors pour des raisons climatiques, sûrement vers 3 millions d'années, un peu moins, ça corrobore, hein, le fait qu'il y a eu des changements climatiques et un assèchement de ces zones-là, une désertification, l'apparition d'un Sahara sec, hein, qui n'est plus verdoyant, hein. Donc vers 3 millions d'années, on a eu cette espèce de passage en savane. On était déjà bipède en forêt, on avait dû trouver l'utilité de la bipédie, hein. Et puis on s'est retrouvé en savane, et là, la savane pose un énorme problème, car en savane, il y a de gros prédateurs, hein, qui rôdent, hein, des tigres à dents de sabre, des lions, des hyènes, des panthères,
des chiens sauvages, donc genre lycaon, hein, il y avait peut-être d'autres espèces à l'époque. Hein. Donc on se retrouve avec un problème énorme, avec des singes qui font 40-50 kilos, hein, donc nos ancêtres, bipèdes bien sûr, et avec des mamans qui se trouvent à ce moment-là vulnérables, hein, qui ne peuvent plus aller chercher la nourriture facilement, parce que quand on porte un bébé dans les bras, on ne peut pas vite courir et se réfugier dans les arbres, hein, alors que les femelles, les chimpanzés par exemple, vous voyez, qui sont en forêt, ont leur bébé sur le dos. Puis comme il n'y a pas beaucoup d'arbres en savane, hein, c'était des savanes arborées, donc on les voit de loin, le temps de courir à l'arbre, si on a un bébé dans les bras, on passe dans l'estomac d'un tigre à dents de sabre, d'un lion ou d'une panthère, parce que le petit dans les bras vous ralentit. Donc les femelles ont été condamnées à rester près des arbres et des points d'eau, hein, donc des points d'eau où il y avait des arbres, hein, et ne pas trop s'éloigner de ces points d'eau. C'est à ce moment-là que les hommes, il y a eu cette espèce de partage des tâches, et les hommes sont allés chercher la nourriture pour la donner aux femelles, en échange bien sûr de sexe. Un sexe contre nourriture, comme je dis tout le temps, c'est l'apparition de la salope. Alors, salope pour le bien de l'humanité, c'est une blague bien sûr, mais ça a été ce côté intéressé, matériel de la femelle, on va dire plutôt calorique de la femelle, qui ne pouvait survivre que si le mâle lui rapportait de la nourriture. Donc disparition des périodes d'oestrus, hein, ça veut dire que période d'oestrus, c'est la femelle a le cul qui rougit, bien sûr, quand les bipèdes, hein, on ne voit pas trop son cul, mais elle a des positions qui fait qu'elle devait montrer, hein, peut-être sa vulve un peu saillante, elle devait tendre un peu les fesses, elle devait apparaître encore, hein, peut-être qu'elle avait une attitude, mais à ce moment-là, il y a disparition des périodes d'oestrus chez la femme, donc le mâle ne sait pas quand la femme est fécondable, donc il va la nourrir en permanence et la baiser en permanence dans l'espoir inconscient de se reproduire. Vous voyez, tout ça c'est inconscient, mais il n'y a pas eu nourrissage uniquement une fois par mois. Autrement, les femmes près des arbres qui attendraient leur mâle dans un milieu dangereux où elles ne peuvent pas s'éloigner des arbres mourraient de faim. Hein. Donc il y a eu cette espèce de changement radical dans la société de nos ancêtres. Hein. Les femmes sont devenues si vous voulez, dépendantes des hommes, alors qu'avant elles étaient indépendante, si vous voulez, puisqu'elle cherchait la nourriture pour le petit, et n'ayant besoin des hommes que pour se reproduire finalement. Hein, dans la nouvelle société des hommes, le passage en savane, nos amis australopithèques ont commencé à avoir une dichotomie entre le monde des hommes et le monde des femmes, les femmes restant près des arbres et les hommes allant chercher de la nourriture, échangeant cette nourriture contre du sexe. Bien sûr, ça a été le début du sexe contre nourriture, et c'était la seule façon des femmes de pouvoir manger et surtout nourrir leurs petits et élever leurs petits sans risque de se faire manger. Elles resteraient quand même près des arbres, elles montaient en cas de danger, elles restaient quand même arboricoles, mais bipèdes. Et les mâles, eux, allaient avec des bâtons chercher de la nourriture fraîche, en général de la viande, ramener des fois des racines, quelques fruits, mais il y en avait beaucoup moins en savane, hein, et souvent c'était des prédateurs opportunistes, hein, c'était plutôt des charognards opportunistes qui allaient avec des bâtons piquer les charognes fraîches des prédateurs de taille moyenne, style guépard ou chien de taille moyenne, style lycaon, même quelquefois hyène de petite taille. Hein. Donc voilà, donc ça a été très dur pour les femelles, pour les hommes moins. Hein. Mais à ce moment-là, il y a eu une espèce de naissance, une naissance du entre guillemets patriarcat, en tout cas une naissance de la prédominance hiérarchique du mâle sur la femelle et sur les autres mâles. Donc c'est à ce moment-là où on peut voir apparaître chez les mâles une hiérarchie beaucoup plus marquée. Hein. Pourquoi? Parce que si on part en savane et il y a une dissension dans un groupe de mâles, on n'est pas efficace, il n'y a pas une cohésion du groupe, donc il se met en place une hiérarchie basée sur la cruauté et l'intelligence. Donc c'est le mâle le plus costaud, le plus cruel, hein, et le plus intelligent aussi, donc celui qui est capable de bien, comme leader, de faire venir avec lui un groupe qui aura peur de lui un peu, mais qui lui obéira, qui sera le plus efficace pour organiser des chasses, pour organiser des récupérations caloriques pour les femelles. Donc à ce moment-là, on se trouve avec des groupes humains très hiérarchisés, donc développement du cerveau beaucoup plus important, puisque la hiérarchie fait qu'il y a des ordres au sein d'un groupe et qu'il y a à ce moment-là action, réaction, obéissance, donc il va y avoir obligatoirement un développement du cerveau, plus les notions de temps dans le langage qui apparaissent, comme je vous l'ai dit, avec le pointage et avec je vais, je viens, on indique les directions, on met un mot sur un geste, qui veut dire le je vais, le futur, je viens, le passé, on enlève le geste, il nous reste le langage avec des mots qui représentent, avec des sons qui représentent le futur et le passé, nous permettant d'organiser nos actions futures et de nous remémorer nos actions passées, et en ça, de mieux mémoriser
ce qui nous a fait survivre, hein, et de mieux organiser le futur aussi par ces notions de temps. Donc c'est une évolution énorme, donc le cerveau explose en volume parce que la mémoire est enfin utilisable par ces notions de temps et puis par la compression de données en mots, et les hommes deviennent plus prépondérants dans cette société, deviennent dans l'ordre hiérarchique, hein. Ce sont les hommes qui dirigent cette société, hein, et les femmes restant près des arbres à cause de cette bipédie handicapante pour les femelles. Donc elles subissent, si vous voulez, un peu les hommes, mais elles savent jouer des hommes en leur échangeant leur charme pour la nourriture. Et quand on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a visiblement un changement radical dans la société, donc on passe d'une société où tout le monde baisouille plus ou moins les uns avec les autres, une espèce de partouze libre, quand on est en forêt, hein, quand les femmes sont en période d'oestrus, donc sont fécondables, elles ovulent à ce moment-là, mais quand on passe en savane, ça devient beaucoup plus hiérarchisé, la sexualité. Il y a un mâle dominant qui, lui, a accès à plus de femelles que les autres, qui les nourrit, et comme c'est lui qui organise les chasses, visiblement, et les récupérations caloriques, il a accès à plus de nourriture, donc il peut nourrir plus de femmes et transmettre plus facilement ses gènes à plus de descendants par le fait qu'il a plus de femmes, et puis les autres subissent. Alors il doit y avoir plusieurs couples, hein, bien sûr, il doit y avoir des couples qui se forment avec des mâles qui ne sont pas des mâles alpha, mais qui sont des mâles bêta, alpha, bêta, gamma, je ne sais pas, un peu moins dominant, et derrière il y a les mâles qui se branlent et qui obéissent, hein. Voilà, c'est ce qui se passe. Alors bien sûr, ils doivent attendre des fois que le mâle alpha ait le dos tourné pour donner un petit coup dans la femelle, c'est bien connu, et on transmet quand même ses gènes, il en faut, hein, c'est l'histoire du facteur ou l'histoire du postier. Hein, mais c'est depuis toujours, c'était comme ça. Mais en tout cas, la société est très hiérarchisée, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir une espèce de patriarcat, un mâle dominant, hein, qui commence à veiller sur son harem, hein, et c'est le mâle qui domine. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire de la naissance de ce changement radical chez les hommes qui est dû au changement de milieu. Donc les matriciens pourront me dire tout ce qu'ils veulent, c'est l'évolution, hein, et on n'y peut rien. Donc l'avantage, si vous voulez, du matriarcat, l'avantage du patriarcat, c'est que, si vous voulez, c'est un monde qui permet aux hommes, si vous voulez, de protéger un territoire calorique, hein. Il y a le père qui est là, et le père protège la calorie, protège la femme qui, elle, s'occupe des enfants, donc partage des tâches, hein. Donc quand on revient au matriarcat, alors les matriciens aiment bien parler des Mosso. Les Mosso, c'est une tribu, c'est un peuple chinois, ils sont entre 30 et 60 000 dans les contreforts de l'Himalaya, alors je crois des contreforts sud de l'Himalaya, hein. Donc un peuple de l'Himalaya, donc ils sont vers le Tibet, à la région, vers la Chine, hein. Maintenant je crois qu'ils sont dans le territoire chinois, hein. Ils sont 30 à 60 000, et ce peuple-là a une structure de société qui est basée sur le matriarcat. Alors tout le monde dit c'est formidable, vous voyez, on peut jouer du matriarcat, on peut utiliser le matriarcat, c'est beaucoup plus sain. Regardez, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas cette dominance des hommes, il y a une sexualité libre, hein. Alors je le répète encore, chez les Mosso, c'est un matriarcat ovonculate, comme on appelle, hein. Donc c'est la paternité sociale de l'enfant la paternité sociale de l'enfant, donc la mère, c'est elle qui s'occupe de tout, hein, mais la paternité est assurée par l'oncle, hein. Donc il n'y a pas de papa, le papa il a tiré son coup et il a sa maison à côté, il ne s'occupe plus des enfants, hein. Donc c'est la maman qui transmet, c'est la lignée transmise par la maman, hein, de la lignée sociale, le nom on appartient, c'est la maman, on apporte le nom de la maman, hein, et même les biens sont donnés de la maman aux enfants en général. Donc vous voyez, c'est pas le père qui est responsable du territoire. Alors c'est considéré comme bien, on dit c'est super, comme nous, sauf que c'est super, c'est effectivement bien, les femmes sont des bonnes gestionnaires, c'est que cette sexualité relativement libre, sans papa, n'est pas un défaut, puisque ça fonctionne chez les Mossos, ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne très bien dans des vallées relativement isolées des autres groupes humains qui pourraient pratiquer la prédation sur eux. Donc il y a une très bonne gestion, une bonne agriculture, tout le monde mange à sa faim, on est cool, on baise, à droite à gauche, le papa n'a pas d'importance, on a une vie familiale basée autour de la maman, l'oncle aide aussi, mais cette structure part en couille quand il y a des conflits entre groupes humains. Pourquoi ?
parce que quand il y a des conflits entre groupes humains, des conflits toujours caloriques, hein, quand il y a une crise calorique, nous avons tout le temps une prédation humaine. Et si la société est basée uniquement autour de la femme qui, elle, possède, on va dire, et le noyau familial, mais aussi le noyau possédant, ben, elle ne va pas avoir la force, même si elle a la motivation, de défendre son territoire contre les assaillants. Hein. Donc ils vont vite se faire envahir, ils vont vite se faire péter la gueule, et ils vont vite se faire récupérer par des mâles prédateurs qui viendront récupérer leurs terres et qui viendront récupérer les femmes et qui dégageront tout le monde. Et comme les oncles ne sont pas possédants, on se bat et on ne défend que ce qu'on possède réellement. Si le père ne possède pas la femme, n'a pas ce sentiment, même injuste, hein, même irréel, de posséder la femme, de posséder sa famille, hein, de posséder sa terre, eh ben, il ne se battra pas avec ardeur. Et c'est pour ça que dans les conflits caloriques humains, les sociétés matriarcales ne tiennent pas uniquement parce que l'homme est un prédateur. Alors attention, je ne suis pas en train de vanter le côté prédateur de l'homme, bien au contraire, j'essaye de dire aux gens de dépasser ce système et d'accepter le règne de l'échange. Mais dans un monde comme nous avons vécu, le matriarcat ne pouvait pas survivre, sauf dans des zones très isolées. Hein. Je crois qu'il y en a aussi en Kabylie, je ne me souviens plus, hein, dans certaines zones, mais tout le temps, ça doit être un matriarcat de vallée, un matriarcat de zones isolées, où il y a un ordre tribal, et il ne doit pas y avoir beaucoup de conflits entre groupes, si vous voulez. Car les autres groupes sont éloignés, vagues à leurs occupations, ne viennent pas en concurrence territoriale, concurrence calorique. Donc vous voyez, le matriarcat a ses limites quand il est confronté à des conflits humains caloriques. Et là, les hommes, dans le domaine de la prédation et dans le domaine de la défense territoriale, sont bien les meilleurs. Donc, des groupes qui sont basés sur le patriarcat sont beaucoup plus résistants contre des attaques et des prédations d'autres groupes humains, et des groupes basés sur le patriarcat sont bien meilleurs quand il faut faire de la prédation chez les voisins pour récupérer par exemple un problème calorique, quand il y a une surpopulation, progrès technologique, surpopulation, hein, commencement de famine, donc on va aller chercher de la nourriture, on va s'étendre pour aller chercher de la nourriture chez les voisins. Hein. Ça se passe toujours comme ça. Donc c'est l'homme, c'est le monde. Maintenant, il faut gérer tout ça. C'est pour ça que le matriarcat n'a pas bien tenu. Donc voilà, et les matriciens, j'espère, verront ma vidéo et comprendront que je n'ai rien contre eux, mais que j'explique que les lois physiques de ce monde ne permettent pas un bon matriarcat actuellement. Et de toute façon, le matriarcat n'a pas d'intérêt. L'équivalent, c'est une union homme, papa, maman, hein, sans domination du papa et de la maman, hein, les deux étant légales dans la famille pour la possession du terrain et pour la lignée, le fait d'avoir la lignée. Maintenant, on voit le fait de donner sa lignée, donner son nom. Hein, on voit maintenant des gens qui portent le nom du papa et la maman, ça se fait automatiquement. Hein. C'est quelque chose qui se fait doucement. Mais vous voyez que le matriarcat est un doux délire, sûrement de personnes qui ont un taux de testo bas ou qui rêvent d'être dominées par une femme, je ne sais pas, hein, sûrement. Alors je ne dis pas qu'il faut dominer les femmes, mais dans le monde qui est actuellement, le mâle alpha a encore son avenir. Merde, c'est un peu stupide, il a encore un bel avenir devant lui, vu les guerres que nous avons autour de nous. Il n'y a qu'à regarder en Syrie, hein, il n'y a qu'à regarder en Afrique, il n'y a qu'à regarder en Europe, même si l'Europe a tendance à perdre son patriarcat, hein, des sociétés allemandes donnent un grand intérêt, par exemple, au lieu de sociabilisation de l'enfant, plus qu'au papa et à la maman. On est dans le national-socialisme en Allemagne. N'oubliez pas que les papas, par exemple, français qui vivent des problèmes de séparation avec une maman allemande, sont confrontés à des lois allemandes qui mettent le papa et la maman de côté, l'enfant allemand étant avant tout propriété de l'Allemagne, entre guillemets, je dis ça, mais surtout l'important étant le lieu de sociabilisation de l'enfant, le papa et la maman n'ayant rien à dire si des personnes qui sont en dehors de la famille viennent dire que le fait d'envoyer le petit à tel endroit risque de le casser et risque de le déstabiliser en l'enlevant de son milieu social qui est connu, qui contient son lieu de vie,
ses relations à la crèche et l'endroit où il a été élevé. Pour pas, donc, c'est vraiment différent. On voit qu'il y a des changements. Il n'y a pas que patriarcat, matriarcat pur, il y a aussi, par exemple, la national-socialiste, et les enfants appartiennent au pays. Ils sont encore comme ça, ils ne vous le diront pas, mais ça se passe un peu comme ça, pour des gens qui connaissent. Donc voilà, donc on peut s'apercevoir de ça. Donc c'était une petite parenthèse sur l'Allemagne. Donc maintenant on peut s'apercevoir qu'il y a des sociétés comme en Afrique très particulières, où les femmes, alors surtout Afrique tropicale humide ou Afrique subsaharienne on va dire, où les femmes en général ont un rôle important dans la propriété. Alors que les femmes en Europe pendant très longtemps, alors maintenant ça a changé, pendant très longtemps, c'était le père de famille. On avait le père de famille qui était responsable de tout. On appelait ça le chef de famille. Le chef de famille, pendant très longtemps, c'était le papa en France. Papa, dans beaucoup de pays d'Europe, c'était le papa, c'était le patriarcat. C'était le papa qui était responsable et les femmes même ne votaient pas. Alors on s'aperçoit qu'en Afrique, contrairement à ce qu'on pense, l'Afrique, la femme, et les Africaines qui pourront m'écouter, si vous avez rencontré des Africaines subsahariennes, vous le diront, la femme a un rôle très très important dans l'économie africaine. C'est la femme qui détient une partie de l'économie, et alors qu'en Europe, c'est essentiellement l'homme qui détenait une partie de l'économie, la femme européenne étant confinée pendant de nombreux siècles aux menus travaux dans les champs, mais surtout à l'éducation des enfants, et l'homme était confronté à la production, le travail était le possédant. Alors qu'en Afrique, en général, souvent c'est tribal, donc le territoire est possédé par la tribu, et il y a le chef de famille, le père, bien sûr, ça passe par le père, mais la femme est possédante matérielle, en grande partie, car elle est possédante de l'outil de travail, puisque c'est elle, la plupart du temps en Afrique, pendant des centaines de milliers d'années, qui a été en Afrique subtropicale, donc l'Afrique des Africains noirs, pas l'Afrique du Maghreb, qui est séparée par le désert, donc c'est des peuples complètement différents, même génétiquement. Il y a du passage d'Africains, mais à la base, les Maghrébins sont plus proches des Méditerranéens et des Européens que des Africains subsahariens, bien qu'il y ait des passages à travers le Sahara et sur le côté, bien sûr, mais dans l'ensemble, ils sont plus proches des Méditerranéens et des Européens que des subsahariens. Donc les subsahariens ont cette espèce de cette structure due au climat qui fait que les femmes sont productrices essentiellement, donc il y a une espèce de matriarcat, on va dire de patriarcat, parce que le fils va porter le nom du papa, mais il y a une espèce de matriarcat de possession au niveau de la maman, en général, qui est la productrice, parce que l'homme, en général, il ne fait que veiller sur le territoire et protéger le territoire, il travaille beaucoup moins, il construit la maison, alors pas partout bien sûr, c'est très vaste l'Afrique, c'est comme si on dit l'Europe, c'est la France, non, l'Europe c'est de nombreux pays, mais il y a des tendances générales, bien sûr un Sénégalais, c'est pas un Camerounais, mais il y a des tendances générales dues au climat, parce que les femmes étaient à la production. Pourquoi? Parce qu'elles le pouvaient tout simplement, elles pouvaient sortir avec leur bébé, le poser dans un coin, il ne risque pas de crever de froid, il ne risque pas d'attraper une pneumonie, notre maman surveille, et on travaille au champ, on pile le mil, on s'occupe du menu bétail, pas du gros, mais des chèvres, on s'occupe des poules, et on gère un cheptel productif comme ça, et puis on s'occupe aussi d'un petit artisanat local. Donc on voyait que les femmes étaient dans la production. Vous voyez, il y a une espèce de côté intermédiaire en Afrique, chez la femme africaine, parce qu'elle a simplement, à cause du climat, la possibilité d'être à la production, et les hommes ont la possibilité de rien foutre. De rien foutre, pas parce qu'ils sont méchants, de rien foutre parce qu'ils peuvent le faire, tout simplement, alors que l'homme européen, s'il fait rien, c'était la femme qui allait dehors s'occuper de la production, et si elle va dehors avec un gamin, le gamin, il va mourir d'une pneumonie, il va attraper froid, et c'est pas le top. Donc les femmes à la maison en Europe, et les hommes à l'extérieur, à cause du climat, tout simplement, on restait près de la calorie, toujours prendre la calorie, la conserver pour rester en vie, la transmettre. N'oubliez pas que je suis basé sur la physique du monde, que mes explications sont des explications physiques, et pas de la sociologie d'un télo. Toute ma sociologie est basée sur la physique du monde. Il n'y a pas de délire humain, il n'y a simplement que des lois physiques qui nous régissent, tout simplement. Et qui les bafoue en paye très cher le prix. Voilà. Vous voyez une différence entre les Africaines qui auraient une tendance à un peu au matriarcat, mais un matriarcat non avoué. Vous voyez, je me souviens
vous pouvez discuter avec des Africains, enfin, ils vous diront l'importance énorme de la maman dans l'éducation et même dans le travail, dans le rapport de nourriture à la maison. C'est elle qui rapporte, hein. C'est elle qui fournit la calorie souvent en Afrique. Alors ça a bien changé maintenant, il y a eu la colonisation, il y a eu l'européanisation, alors on voit un peu des influences européennes, mais il y a une grosse structure, un gros substrat culturel africain qui est maintenu avec ce rôle de la femme africaine, qui d'ailleurs diffère de la femme européenne par un taux de testo plus élevé, hein, et un côté masculin, hein, dans ses comportements. Vous n'avez qu'à voir par exemple les groupes de prostituées, par exemple camerounaises qui arrivent en France, ce ne sont pas des macromâles, hein, ce sont des nanas, hein, qui viennent organiser, hein, avec les groupes de femmes tout un réseau de prostitution hiérarchisée pour amener de l'argent, comme les nounous africaines que vous voyez dans les quartiers français, par exemple du 15e, les quartiers de travailleurs de petits blancs, hein, vous avez tout le temps la nounou africaine, hein, vous êtes à la sortie des écoles, vous n'avez pas une maman blanche, elle est encore au bureau, hein, et vous n'avez que des nounous africaines. Alors comment ça? Parce qu'elles s'organisent, hein, elles ont trouvé un business, ces africaines qui viennent d'Afrique. Les mamans africaines groupent les bébés auprès d'une nounou, hein, africaines qu'elles connaissent souvent du même village, et elles vont garder les enfants des blanches, hein, et elles se font de l'argent car elles ont une structure trésorière. Que les Françaises sont tombées dans le piège du féminisme et se sont mis au travail, hein, abandonnant d'un seul coup l'éducation des enfants, hein, et il n'y a plus de ni papa ni maman réel. Il y a une maman qui a démissionné entre guillemets de son rôle de femme parce qu'elle a voulu la liberté. Évidemment, elle se faisait chier à la maison, il n'y avait plus rien à faire puisqu'il y avait de la modernisation, on n'avait plus à utiliser le lavoir, il y avait plein de trucs, on se faisait chier, donc c'est normal qu'elles ont voulu repartir dans le monde du travail, mais ça les marchands les ont utilisés, hein, les producteurs, les industriels, pour faire de la manœuvre moins chère. Mais bon, je n'ai pas parlé de partir dans le féminisme instrumentalisé, elles voulaient ça, c'est normal, mais ça a été instrumentalisé. Donc vous voyez la différence, donc les Africaines, eux, utilisent ce système en groupe de nanas, hein, en faisant une espèce de société ou de prostituées. Je prends les excès, bien sûr, parce que j'ai fréquenté les prostituées camerounaises. Je n'ai pas couché avec, mais comme elles travaillaient dans les endroits où je mangeais le soir, je les ai fréquentées, je les ai raccompagnées, donc elles m'ont expliqué le système. Voilà, et puis comme j'ai vécu dans le 15e, je voyais les nounous africaines, et comme elles venaient des mêmes zones africaines, je savais comment ça se passait. Voilà, donc vous voyez, c'est ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le matriarcat, le patriarcat. Après, on pourrait parler du patriarcat arabe très territorial. Hein. Bon, je vais pouvoir en parler si vous voulez. Ah oui, parce que c'est des zones à calories limitées, par exemple chez les Bédouins principalement, hein. Donc chez les Bédouins, on cache la femme, hein. On cache la femme n'a pas son mot à dire, hein, tout simplement parce que le mâle, l'homme, protège un territoire qui n'est pas riche du tout, hein, car il y a peu de calories dans ce territoire, donc on ne peut faire que du commerce ou de la razzia à l'époque. Alors maintenant ils ont le pétrole, ils construisent des grandes maisons, mais donc la femme était cachée, hein, et c'était l'homme qui avait les moyens de la nourrir, qui pouvait se reproduire tout simplement. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de calories, hein, les femmes ne peuvent pas aller à droite à gauche parce que c'est patriarcal. Et si la fille, le père, est responsable de ses enfants et de son territoire, qu'il défend avec agressivité, avec courage, contre les personnes qui risqueraient, les clans qui risqueraient de venir, parce qu'il y a souvent du manque calorique, hein. Donc, il défend son territoire, donc il a besoin d'être très agressif, donc des groupes très unis, des groupes très solidaires, des groupes familiaux en général basés sur la tribu, avec la tribu donc, qui a une homogénéité génétique, et la femme est maintenue à la maison pour pas qu'elle puisse aller à l'extérieur et coucher avec un homme qui n'aurait pas de puissance calorique pour la faire manger. Parce qu'évidemment, si une jeune fille dans ces contrées-là, comme le papa est responsable, une jeune fille part et rencontre un homme, elle tombe amoureuse, mais qui n'a pas d'argent, elle fait un bébé, ben c'est une catastrophe pour la famille, car elle n'aura pas assez d'argent, assez de calories, parce qu'on parlait plutôt de calories à l'époque, pour le nourrir, vu que la région est très limitée au niveau calories. Donc il y a une espèce de régulation de naissance par le fait que les femmes sont maintenues enfermées, protégées du regard des hommes pour éviter justement qu'il y ait des petits qui naissent et des petits qu'on ne puisse pas nourrir. Donc on donne la femme à celui qui apporte des
chameaux, apporte des moutons, apporte de l'argent, apporte des biens. Hein. Donc c'est quelqu'un qui montrera qu'il a les capacités de nourrir la femme et les petits, car le milieu est très très rude. Hein. Alors il n'y a pas du tout le fait de dominer la femme par, comment dire, par bêtise, par domination primitive, stupide. Non, il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y avait pas moyen de faire autrement dans ces zones-là. On protégeait la femme car il fallait absolument éviter la surpopulation, hein, éviter d'entraîner la famille dans la merde par la naissance d'un petit qu'on ne pourrait pas nourrir. Hein. Donc on donne les femmes à celui qui peut les nourrir et de préférence quelqu'un qui habite proche, donc le vieux cousin, donc vieux parce qu'il a gagné, parce qu'il a eu le temps de s'affirmer dans le monde des hommes, il a eu le temps d'avoir de la possession, hein, et cousin parce qu'il habite à côté de chez vous et vous pouvez défendre le territoire contre des mecs qui viendraient vous piller. Il n'y a qu'à lire le Coran, hein, et lire la vie de Mohamed pour s'apercevoir que toutes ces tribus se faisaient une guerre impitoyable pour le territoire. Hein, et c'est pour ça que Mohamed, mon modèle, Mohamed, que j'aime énormément par l'exemple qu'il a donné au monde, est venu et a régulé tout ça dans cette Arabie du 7e siècle qui était terrifiante, qui était dominée par le patriarcat, bien sûr très territorial, avec les femmes qui étaient confinées à l'intérieur, qui ne pouvaient pas sortir pour uniquement avoir le rôle de maman, et même, elles n'avaient même pas le droit de choisir les hommes qu'elles désiraient, parce que, bien sûr, on leur donnait un homme qui pouvait les nourrir. Il y avait des accords entre groupes, hein, des accords ou entre familles qui habitaient les unes à côté des autres, ou entre tribus, parce que comme ça, quand il y avait un enfant qui naissait entre deux tribus, on ne pouvait pas attaquer la tribu voisine, car c'était des membres de la famille. Donc il y avait des unions, et ces unions permettaient d'être plus forts et de combattre des tribus d'à côté, car il y a tout le temps une crise calorique qui pointait à l'horizon, puisque le milieu était très pauvre dans cette Arabie du 7e siècle. Et Mohamed est venu arranger tout ça par une législation, d'ailleurs, et par une espèce d'unification de ces tribus, abandonnant leur ancêtre initial à chacun. Chaque tribu avait son ancêtre qu'il vénérait sous forme d'une idole. Et Mohamed, il est venu, il a dit, fini, maintenant on vénère Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah et je suis son prophète. Mettant fin à toutes ces guerres tribales pour la calorie. Hein, tout simplement, c'était ça, il est arrivé. Mais ça a été très dur au départ. Hein. C'était un patriarcat, et le patriarcat est souvent basé sur des sociétés très belliqueuses quand il y a des combats, hein, souvent pour la calorie. Un patriarcat permet de faire survivre la société euh, quand il y a des conflits caloriques. Hein. On est plus fort dans une société basée sur le patriarcat que sur le matriarcat. Hein. Donc c'est pour ça que dans des milieux très rudes comme l'Arabie du 7e siècle, on a un patriarcat hyper dur avec la femme qui n'a plus aucun droit. Quand le milieu s'arrange un peu, hein, quand le milieu devient plus riche, on a à ce moment-là un patriarcat moins rigoureux, et quand le milieu devient très riche, on commence à perdre ce patriarcat. Puis à ce moment-là, comme en Afrique, on a une espèce de patriarcat light, hein, et quand on passe dans des zones isolées, hein, comme chez les Mosso, on s'aperçoit qu'on peut retourner dans une espèce de matriarcat, mais c'est très rare, c'est parce que c'est extrêmement stable et sans conflit territorial, puisqu'ils sont isolés dans un coin. Donc à ce moment-là, on peut avoir un matriarcat sans problème. Hein. Mais c'est pas la généralité. On voit des tribus, par exemple, isolées indiennes, hein, elles n'ont pas vraiment de matriarcat, c'est plutôt un patriarcat, parce que c'est vrai que ce sont des chasseurs-cueilleurs, et que même s'ils ne sont pas nombreux, un chasseur-cueilleur obligé de vivre sur un grand territoire pour pouvoir manger normalement, et à partir du moment où ils sont 30, 40, 50, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une autre tribu à côté, donc il va y avoir combat. Hein. Même si ils gèrent leur terrain et que c'est très riche la forêt, mais c'est pas organisé pour être une grande société. Hein. Donc on est vite limité, donc il y a conflit. Hein. Dans des sociétés comme les Mosso, on gère la nourriture parce qu'on est plus des chasseurs-cueilleurs, on est des agriculteurs, et à ce moment-là peut naître dans des sociétés d'agriculteurs isolés, peut naître un espèce de matriarcat qui peut, comme chez les Mosso, marcher très très bien. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris un peu comment fonctionnent les humains, que mes vidéos vous apporteront toujours un peu de connaissances et un peu de recul sur le monde. Et puis ça fera disparaître un peu vos haines et ça vous fera comprendre un peu les différences
des peuples, hein, et comme ça vous ne pouvez plus avoir de haine les uns envers les autres, et vous comprenez que vos différences sont le résultat du milieu dans lequel vous vivez, et que ces différences ne sont tout simplement que des adaptations au milieu et au climat dans lequel vous avez évolué et que votre lignée a évolué. Voilà, Fred Delavier, 40 minutes, à bientôt. Là, je fais un peu youtubeur. Hein. Salut alors, c'est tout, c'est Frédéric Delavier, 40 minutes. Non, on va pas le faire. Je préfère parler simplement. Hein. Je ne suis pas dans le spectacle, je suis dans l'information et dans l'éducation des masses et l'éducation du peuple pour qu'il y ait la paix sur Terre. A bientôt, c'était Frédéric Delavier.